Il a frappé la table si fort que les verres ont tremblé. Puis il a crié, sans baisser la voix, devant tout le monde: «Elle perd la tête, elle est folle!» Et à cet instant précis, j'ai compris que ce n'était plus une dispute de famille, c'était une condamnation publique, une phrase jetée comme une pierre, et plus personne, autour de moi, n'a essayé de la ramasser. Je m'appelle Madeleine, j'ai 72 ans. Jusqu'à ce dimanche-là, je pensais encore que malgré les maladresses, malgré les silences, j'avais une place, une vraie. Ce déjeuner avait été organisé chez ma fille, dans sa maison lumineuse aux murs clairs, ce qu'elle repeint chaque année pour faire propre. J'étais arrivée avec un gâteau, comme toujours. Personne ne m'avait demandé d'en apporter un, mais personne ne m'avait jamais dit de ne pas le faire. La table était déjà mise quand je suis entrée. Mon gendre parlait fort, comme s'il occupait l'espace avant même que les autres aient le droit d'exister dedans. Ma fille souriait, un sourire rapide, mécanique. Les petits-enfants couraient. J'ai posé le gâteau sur le plan de travail. Personne n'a commenté. Tout a basculé pour une phrase, une seule. J'ai demandé calmement à quelle heure il comptait partir en vacances cet été. Mon gendre a levé les yeux au ciel. Il a soufflé, ostensiblement, puis il a dit que je l'avais déjà demandé 3 fois. Je me souvenais l'avoir demandé une fois, la semaine précédente. Pas plus. J'ai répondu que non, que je me rappelais très bien. C'est là qu'il a frappé la table. Il a commencé à parler plus vite, plus fort. Il a expliqué que je mélangeais tout, que je posais toujours les mêmes questions, que c'était fatigant pour tout le monde. Ma fille n'a rien dit. Elle regardait son assiette, je sentais les regards glisser vers moi, hésitants, gênés. Personne ne m'a demandé si c'était vrai. Quand il a prononcé le mot folle, le silence est tombé d'un coup. Un silence lourd, embarrassé, presque soulagé, comme si quelqu'un venait enfin de dire ce que les autres n'osaient pas formuler. Je n'ai pas pleuré, pas sur le moment. Je suis restée droite sur ma chaise, les mains posées sur mes genoux. J'ai regardé mon gendre. Il me fixait avec cette expression que je ne lui connaissais que trop bien, celle de quelqu'un sûr de son pouvoir, celle de quelqu'un qui sait que personne ne va le contredire. Ma fille a fini par murmurer que je devrais peut-être consulter. Juste pour être rassurée, elle a dit ça doucement, comme si la douceur pouvait rendre la chose acceptable. Je suis partie avant le dessert. J'ai laissé le gâteau sur la table. Personne ne m'a retenue. Sur le chemin du retour, je me suis demandé à quel moment j'étais devenue un problème à gérer. Pas une mère, pas une grand-mère, un dossier. Chez moi, l'appartement était silencieux, trop silencieux. J'ai posé mon sac, retiré mon manteau, et je me suis assise sans allumer la lumière. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. Elle est folle, pas elle se trompe, pas elle exagère. Folle, un mot qui ferme toutes les portes, qui justifie tout. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai douté, pas d'eux, de moi. Je me suis demandé si quelque chose m'échappait vraiment, si j'avais raté des signes, si à force d'être traitée comme quelqu'un qui dérange, je n'étais pas en train de devenir exactement ce qu'il disait. Je n'ai pas dormi, et au matin, j'ai pris une décision qui allait tout changer. Les jours qui ont suivi se sont déroulés comme si rien ne s'était passé. C'est ce qui m'a le plus troublée. Aucun appel, aucun message pour s'excuser, aucun «Tu vas bien?» Le silence n'était pas une absence, c'était une décision. Je continuais pourtant à recevoir leurs demandes, déguisées en habitude. Ma fille m'appelait pour savoir si je pouvais garder les enfants le mercredi. Mon gendre m'envoyait un message sec pour me rappeler l'heure. Jamais un merci, jamais une question sur moi. J'étais utile, donc tolérée. Quand j'arrivais chez eux, on me parlait lentement, trop lentement, comme à quelqu'un qui pourrait ne pas comprendre. Ma fille répétait parfois une phrase que je venais de lui répondre, comme si elle doutait de m'avoir entendu correctement. Mon gendre corrigeait mes mots, pas par souci de précision, mais pour marquer une frontière. La sienne était celle de la normalité, la mienne celle du soupçon. Je faisais attention à tout, à ce que je disais, à ce que je demandais. J'évitais les anecdotes, de peur qu'on les trouve confuses. Je préparais mes phrases à l'avance, comme on révise avant un examen. Malgré cela, je sentais leur regard chercher l'erreur, le faux pas, la preuve. Un après-midi, ma fille m'a parlé d'un rendez-vous que nous n'avions jamais pris. Elle était sûre, absolument sûre. J'ai dit que non. Elle a insisté. J'ai fini par me taire. Ce silence-là m'a fait plus de mal que si j'avais eu tort. Chez moi, je notais tout. Les dates,
les heures, les conversations, pas par obsession, mais par peur. La peur qu'un jour on me dise: tu vois, tu avais oublié. Et que je n'ai rien pour répondre, je me surprenais à vérifier 2 fois si j'avais fermé la porte. 3 fois parfois. Je relisais les messages avant d'y répondre. Pas parce que je doutais de ce que je voulais dire, mais parce que je doutais de la façon dont ce serait interprété. Mon corps, lui, n'avait pas changé. Je cuisinais, je marchais, je lisais sans perdre le fil, je gérais mes comptes, mais dans leurs yeux, tout cela ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était l'image qu'ils construisaient, une image pratique, une femme vieillissante, confuse, qu'il fallait encadrer. Un soir, seule dans ma cuisine, j'ai essayé de me rappeler depuis quand mon gendre me parlait ainsi. Pas brutalement au début, juste avec une ironie légère, puis avec des soupirs, puis avec des phrases définitives, toujours devant les autres, jamais en tête-à-tête. Je n'étais pas devenue folle, je devenais prudente, et cette prudence, je la sentais mal vue, comme si réfléchir était déjà un aveu, comme si se défendre prouvait qu'on avait quelque chose à cacher. Un matin, en rangeant des papiers, je suis tombée sur une vieille photo de moi. J'y étais droite, le regard clair, sans hésitation. J'ai compris alors que le plus dangereux n'était pas ce qu'il disait. C'était ce que je commençais à accepter sans répondre. Ce jour-là, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin. Pas pour eux, pour moi. Le rendez-vous chez le médecin était prévu pour la semaine suivante. Entre-temps, il y eut le dîner du vendredi. Celui que ma fille l'appelait simple, mais qui finissait toujours par ressembler à une épreuve. Je suis arrivée à l'heure. Trop à l'heure, visiblement. Mon gendre a ouvert la porte avec cet air contrarié qu'il réservait aux imprévus. Il m'a regardée de haut en bas, puis a jeté un coup d'œil à sa montre, comme si ma présence devait être évaluée en minutes perdues. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de se pousser pour me laisser entrer. À table, la conversation roulait déjà. Un ton enjoué, des rires, des anecdotes partagées à une vitesse qui ne laissait aucune place au silence. J'écoutais. J'attendais une ouverture. Elle n'est jamais venue. Quand j'ai finalement pris la parole, ce n'était pour rien d'important. Juste pour préciser un détail sur une histoire que ma fille racontait. Une date, une chose factuelle. Elle s'est arrêtée net. Non, maman, tu te trompes. Elle l'a dit calmement, sans agressivité, comme une évidence. J'ai senti la pièce se contracter autour de cette phrase. J'ai répondu que j'étais sûre. Mon gendre a souri, pas un sourire franc, un sourire de côté. Tu vois, Madeleine, c'est exactement de ça qu'on parle. Il a posé sa fourchette avec soin, comme s'il se préparait à une démonstration. Il a expliqué lentement que je m'accrochais à des souvenirs imprécis, que ce n'était pas grave, que ça arrivait, mais qu'il fallait l'accepter. Ma fille a hoché la tête. Elle a ajouté que je pouvais parfois être confuse. Ce mot, encore, confuse. Il glissait partout, sans jamais être défini. Je l'ai regardé parler de moi comme si je n'étais pas là, comme si mon rôle se limitait à écouter un diagnostic improvisé. J'ai essayé d'intervenir, de dire que je me souvenais très bien, que je savais ce que je disais. Mon gendre a soupiré. Tu te rends compte que c'est inquiétant quand même, que tu ne t'en rendes pas compte. Cette phrase m'a coupé le souffle. Elle fermait toute discussion. Si je protestais, je confirmais ses dires. Si je me taisais, j'acceptais. J'ai senti mes mains trembler légèrement sous la table. Je les ai serrées l'une contre l'autre. Il a continué. Il a parlé de précaution, de l'avenir, de sécurité. Il a évoqué la possibilité que je fasse un jour une erreur grave. Il n'a jamais précisé laquelle. Il n'en avait pas besoin. Le flou faisait le travail. À un moment, il a dit qu'il faudrait peut-être envisager un avis médical plus poussé. Pour être sûr. Toujours cette formule. Comme si le doute leur appartenait, pas à moi. J'ai regardé ma fille. Elle évitait mon regard. Elle remuait son verre, nerveusement. Elle n'était pas cruelle. Elle était lâche. Et cette lâcheté faisait encore plus mal. Quand le dessert est arrivé, je n'avais plus faim. Mon gendre s'est levé pour débarrasser. Il a ramassé les assiettes, sauf la mienne. Il a regardé le contenu à peine touché, puis a dit, mi-amusé, mi-exaspéré: Tu vois, même ça, tu oublies de manger. Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon sac. J'ai dit que je partais. Ma fille l'a protesté faiblement. Mon gendre n'a pas bougé. Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui s'éloigne d'un problème qu'on a déjà classé. Sur le palier, l'air m'a semblé plus froid que d'habitude. J'ai respiré profondément.
Mon cœur battait trop vite. Pas de panique, de colère, une colère silencieuse, lourde, mais claire. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de mots, c'était une stratégie. Et elle était déjà bien avancée. Le lendemain matin, j'ai reçu un message de ma fille. Elle me proposait de m'accompagner chez le médecin pour t'aider à expliquer. J'ai lu le message plusieurs fois, puis j'ai posé le téléphone. J'irai seule. Le lendemain, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Il faisait encore sombre dehors. J'ai mis quelques secondes à comprendre où j'étais, puis tout est revenu d'un bloc. La table, les regards, les mots prononcés sans trembler, folle, confuse, inquiétant. Je suis restée allongée, les yeux ouverts, à écouter le silence de l'appartement. Aucun bruit de pas au-dessus, aucun téléphone qui vibre. Ce silence-là n'était pas hostile. Il était neutre, et pour la première fois depuis des semaines, je m'y suis sentie en sécurité. Je me suis levée lentement. Dans la salle de bain, mon reflet m'a surprise. Je m'attendais à voir un visage fatigué, perdu, mais non. Il y avait des cernes, oui, des rides, évidemment, mais le regard était là, présent, lucide, pas flou, pas absent, juste attentif. Je me suis préparé un café. J'ai pris mon carnet, celui où je notais tout depuis quelque temps. Les dates, les phrases, les détails qu'on me reprochait d'oublier. Je les feuilletais. Rien n'était incohérent, rien ne sautait aux yeux comme une preuve contre moi. Au contraire, tout racontait une suite logique, trop logique pour quelqu'un censé perdre la tête. Et pourtant le doute s'était installé. C'est ça, le plus pernicieux. On ne vous enlève pas la parole d'un coup. On vous la fait d'abord douter d'elle-même. On répète, on corrige, on soupire, jusqu'à ce que vous commenciez à vous demander si ce n'est pas vous le problème. Je me suis surprise à hésiter avant d'appeler le cabinet médical pour confirmer mon rendez-vous. Pas parce que j'avais peur du médecin, parce que j'avais peur d'entendre, dans sa bouche, la confirmation de ce qu'il disait. J'ai composé le numéro quand même. La secrétaire a confirmé l'heure. Sa voix était normale, rien d'inquiétant, rien de compatissant non plus, juste professionnel. En raccrochant, j'ai senti quelque chose se détendre en moi. La journée s'est écoulée lentement. J'ai fait des choses simples. Les courses, le ménage, j'ai parlé avec la boulangère. Elle m'a demandé si tout allait bien. J'ai répondu oui sans réfléchir. Et c'était vrai. À cet instant précis, ça l'était. Mais en rentrant, mon téléphone affichait 3 appels manqués. Ma fille. 2 messages. Elle me disait qu'elle s'inquiétait, qu'elle voulait m'accompagner, que c'était mieux à 2, toujours ce mieux, utilisé comme une laisse douce. Je n'ai pas répondu. L'après-midi, je me suis assise avec une pile de papier. Mes relevés, mes factures, mon bail, tout était en ordre. Chaque échéance respectée, chaque chiffre cohérent. Je gérais seule depuis des années, sans aide, sans erreur. Cette réalité-là, personne ne semblait vouloir la voir. En fin de journée, la fatigue m'a prise d'un coup. Pas une fatigue confuse, une fatigue nette, celle qu'on ressent quand on a été sur ses gardes trop longtemps. Je me suis allongée un moment, sans dormir, les yeux fixés au plafond. Je pensais à mon gendre, à sa façon de poser les mots, toujours calmement, toujours devant témoin, jamais par écrit, comme s'il savait exactement jusqu'où aller sans laisser de traces. Je pensais aussi à ma fille, à ce qu'elle avait été, à ce qu'elle était devenue, à ce qu'elle acceptait maintenant sans protester. Quand la nuit est tombée, je n'ai pas allumé la télévision. Je n'en avais pas besoin. J'ai relu une dernière fois le message de ma fille, puis je l'ai supprimé. Pas par colère, par nécessité. Avant de me coucher, j'ai sorti mes vêtements pour le lendemain, soigneusement, comme pour un rendez-vous important. C'en était un, pas seulement avec un médecin, avec moi-même. Allongée dans le noir, je me suis fait une promesse simple. Je n'allais plus me défendre à l'aveugle. Je n'allais plus expliquer, justifier, rassurer. J'allais laisser parler les faits. Et quoi qu'il arrive après ce rendez-vous, une chose était déjà claire. Je n'accepterai plus qu'on me dise qui j'étais à ma place. Le 5e jour après le dîner, la pression est devenue explicite. Ma fille m'a appelée le matin. Sa voix était douce, presque affectueuse. Trop. Elle m'a demandé si j'avais bien dormi, si je m'étais reposée. Puis, sans transition, elle a parlé du rendez-vous médical. Elle savait l'heure, elle savait le nom du cabinet.
Je ne lui avais rien dit. Elle a expliqué que son mari s'inquiétait vraiment, qu'il avait peur pour moi, pour ma sécurité. Elle a ajouté que dans leur entourage, certains avaient déjà vécu des situations similaires, des phrases vagues, sans exemple précis, mais suffisamment lourdes pour faire peur. Elle a proposé qu'on se retrouve avant, pour y aller ensemble. J'ai refusé, calmement, sans justification. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis elle a soupiré, pas un soupir de fatigue, un soupir d'agacement contenu. Elle a dit que je devenais difficile, que je me braquais, que ce genre de réaction n'arrangeait rien. Dans l'après-midi, c'est mon gendre qui a pris le relais. Un message, court, froid. Il disait que, compte tenu de mon état, il serait préférable que je sois accompagnée, que cela rassurerait le médecin, que ça montrerait ma bonne volonté. Ma bonne volonté, comme si ma lucidité était devenue une faveur à accorder. Je n'ai pas répondu non plus. Le lendemain, ils sont passés sans prévenir. Mon gendre est resté debout dans l'entrée, comme s'il inspectait les lieux. Il a regardé autour de lui, les meubles, les piles de livres. Il a fait une remarque sur le désordre. Il n'y en avait pas, mais il fallait bien trouver quelque chose. Ma fille s'est assise. Elle a pris mes mains. Elle m'a dit qu'elle faisait tout ça par amour, que je devais comprendre qu'il voulait m'aider avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi? Je n'ai pas osé demander. Mon gendre a parlé de responsabilité, d'anticipation. Il a évoqué pour la première fois la gestion de mes affaires, mes comptes, mes décisions. Il a dit qu'à un certain âge, il fallait savoir déléguer. Je l'ai regardé, je lui ai demandé s'il y avait un problème concret, une facture impayée, un incident, une erreur. Il a hésité, puis il a répondu que non, pas encore, pas officiellement. Ce mot m'a glacée. Ils ont insisté. Ils ont parlé longtemps, trop longtemps, comme si la durée finirait par me faire céder. Ma fille avait les yeux brillants, pas de colère, de peur, la peur qu'on lui avait transmise, goutte à goutte. Quand ils sont partis, j'étais épuisée, pas confuse, épuisée. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai relu mentalement chaque phrase échangée. Tout était construit autour du même axe. Préparer le terrain, faire naître le doute, installer l'idée qu'il fallait intervenir avant que je ne devienne un danger pour moi-même. Ce soir-là, j'ai ressorti mon carnet. J'ai écrit ce qu'ils avaient dit, mot pour mot. J'ai noté l'heure de leur visite, le ton, les silences. J'ai réalisé alors que je n'écrivais plus par peur d'oublier, mais pour me protéger. Avant d'aller me coucher, j'ai reçu un dernier message de ma fille. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle espérait que je prendrais la bonne décision demain. Je n'ai pas répondu. Allongée dans le noir, j'ai senti une chose nouvelle monter en moi. Ce n'était plus le doute, ce n'était plus la tristesse, c'était une certitude froide et calme. Le rendez-vous chez le médecin n'était pas une formalité, c'était un test, et cette fois, je n'avais pas l'intention de le rater. Le matin du rendez-vous, je me suis levée avant le réveil, pas parce que j'étais anxieuse, mais parce que mon corps avait compris avant moi que quelque chose d'important allait se jouer. Il n'y avait pas de brouillard dans ma tête. Au contraire, chaque geste était précis, mes pensées ordonnées. Je me suis habillée lentement, pas élégante, pas négligée, juste comme je l'avais toujours fait pour les rendez-vous sérieux. Un pantalon sombre, un chemisier clair, des chaussures confortables. J'ai attaché mes cheveux. Je voulais être reconnaissable, moi, telle que j'étais réellement. Dans la cuisine, le téléphone a vibré, un message de ma fille. Elle demandait si j'étais prête, si elle devait passer me chercher. J'ai posé l'appareil face contre la table. Je n'avais pas besoin d'être encadrée pour marcher jusqu'à un cabinet médical que je fréquentais depuis des années. En sortant de l'immeuble, l'air était frais. Un de ces matins nets où tout semble plus tranchant. Les bruits de la rue, les pas, les voix. Rien ne me paraissait flou, rien ne me glissait entre les doigts. Dans le bus, j'ai observé les gens. Une femme qui lisait, un homme qui comptait sa monnaie, un enfant qui posait trop de questions. Le monde tournait normalement, et j'en faisais partie. Le cabinet médical était calme, trop calme, peut-être. La salle d'attente sentait le désinfectant et le café froid. Je me suis assise. J'ai sorti mon carnet. Pas pour réviser quoi que ce soit, juste pour l'avoir avec moi, comme une encre. La secrétaire m'a appelée par mon nom. Elle a prononcé Madeleine sans hésitation, sans condescendance.
Ça m'a fait du bien plus que je ne l'aurais cru. J'ai suivi le couloir, j'ai frappé, j'ai attendu qu'on me dise d'entrer. Le médecin m'a accueilli debout. Il m'a serré la main, il m'a regardé dans les yeux, vraiment regardé. Pas comme quelqu'un qui cherche une faille, comme quelqu'un qui écoute avant de conclure. Il m'a demandé comment j'allais. J'ai répondu simplement. Puis il a expliqué pourquoi j'étais là. Il a utilisé des mots neutres, évaluation, observation, pas de jugement, pas d'étiquette. Il m'a posé des questions précises, sur mon quotidien, mes habitudes, mon organisation. Je répondais sans hésiter. Il notait. Parfois, il relevait la tête. Il me demandait de préciser. Je le faisais. Il m'a demandé la date du jour. Je lui ai donné. Il m'a demandé ce que j'avais fait la veille. J'ai détaillé. Pas trop. Juste ce qu'il fallait. Il m'a demandé de compter, de me souvenir, de raisonner. À aucun moment je ne me suis sentie piégée. À aucun moment je n'ai eu l'impression de passer un examen injuste. C'était presque apaisant. Comme si quelqu'un, enfin, me laissait l'espace de montrer qui j'étais réellement. À un moment, il a levé les yeux de son dossier et m'a dit quelque chose de simple. Prenez votre temps, rien ne presse. Cette phrase m'a frappée plus que toutes les autres. Rien ne presse. C'était l'inverse exact de ce que j'entendais depuis des semaines. L'entretien a duré longtemps, plus longtemps que prévu. Quand il s'est terminé, le médecin m'a dit qu'il rédigerait un compte-rendu clair, complet, qu'il serait prêt rapidement. Je me suis levée, je me sentais étrangement légère, pas soulagée encore, mais alignée, comme si, pour la première fois depuis longtemps, la réalité avait repris sa place. En sortant du cabinet, j'ai rallumé mon téléphone. 3 messages, un appel manqué, tous de ma fille. Je n'ai pas rappelé. Je suis rentrée chez moi à pied, lentement. J'avais besoin de ce temps, de ce trajet, de ce silence. Je ne savais pas encore ce que le médecin écrirait exactement. Je ne savais pas comment il réagirait. Mais une chose était désormais certaine. Quoi qu'ils disent, bot après, ce ne serait plus leur version contre la mienne, ce serait la vérité, noir sur blanc. Le compte-rendu n'est pas arrivé tout de suite, et cette attente, paradoxalement, a été la partie la plus difficile. Les 2 jours suivants, mon téléphone n'a presque pas cessé de vibrer. Ma fille appelait, laissait des messages. Elle disait vouloir savoir comment ça s'était passé, si le médecin avait été rassurant, si tout allait bien. Elle utilisait cette expression comme une couverture, comme si le simple fait de la prononcer pouvait déjà orienter la réponse. Je répondais peu. Quand je le faisais, c'était bref. Oui, le rendez-vous a eu lieu. Non, je n'ai rien oublié. Oui, le médecin m'a écouté. Rien de plus. Chaque phrase semblait la déstabiliser un peu plus. Mon gendre, lui, est resté silencieux. Ce silence-là n'était pas neutre. Il avait la densité d'un calcul. Je le connaissais assez pour le sentir. Il attendait, il observait, il comptait sur quelque chose qu'il croyait inévitable. Pendant ces jours-là, je me suis appliquée à vivre normalement. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que c'était la seule chose à faire. Je me levais à la même heure, je lisais, je sortais, je préparais mes repas. J'ai même pris le temps de ranger une vieille armoire, celle où s'entassent les objets qu'on repousse toujours à plus tard. En triant, je suis tombée sur des papiers anciens, des contrats, des relevés, des lettres, toute une vie organisée, classée, suivie. J'ai ressenti une colère sourde en pensant que tout cela pouvait être balayé par une simple phrase lancée à table. Un après-midi, la secrétaire du cabinet m'a appelée. Sa voix était professionnelle, posée. Elle m'a dit que le compte-rendu était prêt, que je pouvais passer le récupérer ou demander qu'il soit envoyé. J'ai répondu que je viendrais. Le lendemain matin, je suis retournée au cabinet. Même trajet, même bus, même odeur dans la salle d'attente. Mais cette fois, je n'avais pas le même poids dans la poitrine. J'attendais quelque chose de précis. Le médecin m'a reçu rapidement. Il m'a tendu une enveloppe. Il m'a expliqué brièvement ce qu'elle contenait. Un bilan, clair, structuré, sans ambiguïté. Il a ajouté que si j'avais la moindre question, je pouvais revenir le voir. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe tout de suite, je suis sortie, je me suis assise sur un banc, un peu plus loin. Il y avait des arbres, des gens qui passaient sans me regarder. J'ai pris le temps de respirer, puis j'ai ouvert. Les mots étaient pour là, posés, mesurés. Aucun terme flou, aucune réserve inutile. Chaque phrase semblait répondre
point par point, à tout ce qu'on m'avait reproché sans jamais le prouver. Je lisais lentement, pas par difficulté, par nécessité. Chaque ligne était comme un verrou qui sautait, pas seulement contre eux, contre le doute que j'avais laissé s'installer. Je me suis surprise à sourire, pas de joie, de reconnaissance. Comme si quelqu'un, enfin, avait écrit ce que je n'avais cessé de sentir sans parvenir à l'imposer. En rentrant chez moi, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas rangée, je ne l'ai pas cachée. Elle était là, visible, concrète. Le téléphone a sonné en début de soirée. Ma fille. J'ai décroché. Elle m'a demandé si j'avais récupéré le document. J'ai répondu oui. Elle a marqué un temps. Puis elle a dit qu'ils viendraient le lendemain, tous les deux, pour en parler calmement. Calmement. Le mot m'a presque fait rire. Après avoir raccroché, je suis restée assise un moment, les mains à plat sur la table. Je regardais l'enveloppe, je pensais à tout ce qu'elle contenait, pas seulement un avis médical, une frontière. Je savais que la conversation à venir ne serait pas simple. Je savais aussi qu'elle serait différente de toutes les précédentes. Cette fois, je n'allais pas expliquer, je n'allais pas convaincre. Je n'aurais qu'à poser le papier entre nous et les regarder lire. Ils sont arrivés le lendemain en début d'après-midi, à l'heure exacte, pas en avance, pas en retard, comme s'ils voulaient montrer qu'ils maîtrisaient encore le cadre. Mon gendre est entré le premier. Il a regardé autour de lui, comme à son habitude, les meubles, les piles de livres, la table de la cuisine. Son regard s'est arrêté sur l'enveloppe posée bien en évidence. Il n'a rien dit, mais j'ai vu sa mâchoire se crisper imperceptiblement. Ma fille est restée près de la porte quelques secondes, hésitante. Puis elle s'est avancée. Elle a souri, un sourire fragile. Elle m'a demandé si j'allais bien. J'ai répondu oui, simplement. Nous nous sommes assis. Personne n'a proposé de café. Personne n'a parlé tout de suite. Le silence s'est installé, mais ce n'était plus le même que d'habitude. Ce n'était pas un silence qui m'écrasait, c'était un silence qui attendait. Mon gendre a fini par prendre la parole. Il a dit qu'il espérait que le rendez-vous avait été utile, qu'il fallait prendre les choses avec sérieux, qu'il n'était pas là pour accuser qui que ce soit, mais pour protéger tout le monde. Je l'ai laissé parler, jusqu'au bout. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas soupiré. Je l'ai regardé, simplement. Quand il a terminé, j'ai posé ma main sur l'enveloppe. Je leur ai dit que le médecin avait rendu ses conclusions, que tout était écrit, noir sur blanc. Ma fille a tendu la main vers l'enveloppe, puis s'est arrêtée, comme si elle craignait ce qu'elle allait toucher. Mon gendre, lui, a gardé les bras croisés. Il a dit qu'il préférait que je résume. J'ai répondu non. J'ai fait glisser l'enveloppe vers le centre de la table, lentement, sans théâtralité. Je l'ai ouverte, j'ai sorti les feuilles, je les ai alignés soigneusement, puis je les ai poussés vers eux. Lisez. Le mot est sorti calmement, sans tremblement, sans colère. Ma fille s'est baissé les yeux. Elle a commencé à lire. Je voyais ses sourcils se froncer, ligne après ligne. Elle s'est arrêtée plusieurs fois. Elle est revenue en arrière. Elle a relu certains passages. Mon gendre a fini par se pencher. Il a pris les feuilles. Il lisait vite, trop vite, comme quelqu'un qui cherche une phrase précise et ne la trouve pas. Son visage a changé, pas brusquement, progressivement. Le silence est devenu plus lourd. Mais cette fois, il ne m'était pas hostile. À un moment, il a relevé la tête. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a repris la lecture, plus lentement. Ma fille a murmuré quelque chose. Pas une excuse, pas encore. Une phrase floue, du type c'est étonnant, je n'ai pas répondu. Quand ils ont fini, personne ne parlait. Le papier était toujours là entre nous, incontestable, inaltérable. Aucun soupir, aucun sourire condescendant ne pouvait l'effacer. Mon gendre a finalement dit que les médecins pouvaient se tromper, que ce n'était qu'un avis, un parmi d'autres. Il a essayé de reprendre le contrôle par les mots. Je l'ai interrompu. Je lui ai dit que ce document suffisait, qu'il avait été rédigé après un examen complet, que tout y était clair, que désormais, toute parole affirmant le contraire serait un mensonge. Il m'a regardé, longuement. Pour la première fois depuis longtemps, son regard n'était pas assuré. Il calculait encore, mais les chiffres ne tombaient les plus justes. Ma fille avait les larmes aux yeux. Pas de tristesse, de confusion, peut-être de honte. Elle m'a demandé pourquoi je ne leur avais rien dit plus tôt. Je lui ai répondu que je n'avais plus rien à prouver, que j'avais laissé les faits parler. Ils sont repartis sans éclat, sans cri,
sans menace ouverte, mais quelque chose s'était fissuré, irrémédiablement. Quand la porte s'est refermée, je suis restée debout quelques secondes. Puis je me suis assise. J'ai repris les feuilles. Je les ai rangées dans l'enveloppe, soigneusement. Je savais que ce n'était pas fini. Mais désormais, le doute avait changé de camp. Après leur départ, l'appartement m'a paru plus grand, pas vide, dégagé, comme si quelque chose d'invisible venait d'être déplacé. Je n'ai pas rangé tout de suite les papiers. Je les ai laissés sur la table une bonne partie de l'après-midi. J'avais besoin de les voir, de me rappeler que ce qui venait de se passer n'était pas une impression ni une interprétation. C'était réel, écrit, signé. Le téléphone n'a pas sonné ce jour-là, ni le lendemain matin. Cette absence de réaction m'a confirmé ce que je pressentais déjà. Il n'avait pas n'assez pas digéré, il réfléchissait. Quand les gens qui aiment contrôler perdent ce pied, ils ne s'excusent pas. Ils cherchent une autre prise. J'ai repris mes habitudes avec une attention nouvelle, pas nerveuse, lucide. Je notais toujours certaines choses, mais différemment, plus comme un inventaire que comme une défense. J'observais leur silence, leur délai de réponse, les changements subtils de ton dans les rares messages échangés. Ma fille a fini par m'écrire. Un message long, trop long. Elle disait qu'elle avait été bouleversée, qu'elle n'avait jamais voulu me blesser, qu'elle s'était laissée influencer. Elle parlait beaucoup d'elle, de sa fatigue, de sa peur. Elle parlait peu de ce qu'elle m'avait fait. Je n'ai pas répondu tout de suite. Dans l'après-midi, j'ai pris rendez-vous avec un notaire, pas celui de la famille. Un autre, recommandé par une amie. Je n'ai prévenu personne, pas par dissimulation, par précaution. Le rendez-vous a été rapide. Clair. Le notaire m'a posé des questions simples, sur mes biens, sur mes volontés, sur mes relations familiales. Je répondais sans hésiter. Il ne m'a jamais interrompu. Il ne m'a jamais regardé comme quelqu'un à protéger, il me regardait comme quelqu'un qui décide. En sortant de son bureau, j'ai senti une forme de calme que je n'avais pas connue depuis longtemps. Pas de triomphe, de stabilité. Le soir, ma fille a rappelé. Sa voix était plus basse. Elle m'a demandé si on pouvait se voir, seule, sans son mari. J'ai accepté. Pas par réconciliation, par nécessité. Nous nous sommes retrouvés dans un café, un lieu neutre. Elle parlait vite, trop. Elle disait qu'elle avait paniqué à l'idée que je puisse changer, que son mari l'avait rassurée en lui disant qu'il fallait anticiper, que tout ce qu'ils avaient fait, c'était par amour. Je l'ai écouté jusqu'au bout. Puis je lui ai demandé si, à un seul moment, elle m'avait défendu, si elle avait dit non, ma mère va bien. Elle a baissé les yeux. Elle n'a pas répondu. Je lui ai parlé calmement. Je lui ai dit que ce qui m'avait le plus blessée n'était pas la peur. C'était la facilité avec laquelle elle avait accepté que quelqu'un d'autre décide à ma place qui j'étais devenue. Elle a pleuré, cette fois sincèrement. Mais les larmes n'effacent non pas les choix. Quand nous nous sommes quittés, rien n'était réglé. Mais quelque chose était posé. Une distance nouvelle, saine, nécessaire. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message de mon gendre. Court, sec, il disait qu'il fallait qu'on discute des suites. Je n'ai pas rappelé, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai repris l'enveloppe, je l'ai rangée dans un classeur avec d'autres documents importants, j'ai fermé le tout, puis j'ai éteint la lumière. Je savais désormais exactement ce qui se jouait. Ce n'était plus une question de santé, c'était une question de pouvoir. Et cette fois, je n'avais aucune intention de le leur rendre. Le message de mon gendre est resté affiché sur l'écran toute la nuit. Il faut qu'on discute des suites. Pas bonjour, pas de questions. Une injonction déguisée. Comme s'il pensait encore que tout cela se négociait selon ses règles. Le lendemain matin, j'ai pris mon temps. J'ai déjeuné, j'ai lu, j'ai arrosé les plantes, puis seulement après j'ai relu son message. Il n'y avait aucune urgence réelle, seulement la sienne. Je lui ai répondu une phrase, une seule. De quelle suite parles-tu exactement? Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Trop vite. Il disait qu'il fallait réfléchir à l'avenir, à l'organisation, à ce qui serait le plus raisonnable. Il utilisait encore ce mot, comme s'il détenait le monopole du raisonnable. Il a proposé de passer dans la soirée. J'ai accepté, à condition qu'il vienne seul. Il n'a pas aimé cette précision. Il a mis plusieurs minutes à répondre. Puis, il a écrit que d'accord, si c'était ce que je voulais. Quand il est arrivé, il n'a pas retiré son manteau. Il est resté debout, près de la porte, comme quelqu'un prêt à repartir si la conversation ne prenait pas la tournure espérée.
Il a commencé par dire qu'il n'avait jamais voulu me manquer de respect, que ses paroles avaient peut-être été maladroites. Pas fausses, maladroites. La nuance était importante pour lui. Il a parlé du document médical, il a dit que ça changeait certaines choses. Pas tout, certaines. Il a insisté sur le fait que l'âge restait un facteur, que les situations pouvaient évoluer, qu'il fallait anticiper. Je l'ai laissé parler. Je ne l'ai pas interrompu. Je savais qu'il avait besoin de dérouler son discours, de tester encore les limites. Puis je lui ai demandé calmement ce qu'il attendait concrètement de moi. Il a marqué un temps. Puis il a parlé de transparence, de partage d'informations, de décisions concertées. Il a évoqué à mots couverts la gestion de mes biens. Il disait que ce serait plus simple, plus sécurisé. Je l'ai regardé sans détour. Je lui ai demandé s'il remettait en cause le document du médecin. Il a répondu non, mais je lui ai demandé alors sur quoi il se basait pour justifier ce qu'il proposait. Il a parlé de prévention, d'expérience, de cas qu'il avait vus autour de lui. Rien de précis, rien de vérifiable. Je lui ai dit que tant qu'aucun fait ne contredisait ma capacité à décider, il n'y avait rien à discuter. Il a changé de ton, moins assuré. Il a dit qu'il ne voulait pas de conflit, qu'il fallait penser à la famille, à l'équilibre. Je lui ai répondu que l'équilibre avait déjà été rompu le jour où il m'avait traité de folle devant les autres, que ce mot n'était pas une maladresse, c'était un outil. Il a nié, puis il s'est tu. Le silence a duré longtemps, trop longtemps pour lui. Il a fini par dire qu'il espérait que je ne monterais pas les choses contre eux, que ce serait dommage. Je me suis levée, je lui ai ouvert la porte, je lui ai dit que je n'avais rien à monter, que tout était déjà très clair, et que désormais, toute tentative de me déposséder, même symboliquement, serait considérée comme une agression. Il est parti sans répondre. Quand la porte s'est refermée, je n'ai pas tremblé, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement compris une chose essentielle. Il n'avait pas renoncé, il recalculait. Et moi, pour la première fois depuis le début, j'étais en avance sur lui. La semaine suivante a commencé sans éclat. Aucun appel, aucun message. Cette absence n'était pas un apaisement, c'était une phase d'observation. Je le sentais dans les détails, dans la manière dont ma fille répondait plus lentement, dans les formules prudentes qu'elle utilisait désormais, comme si chaque mot pouvait être retenu contre elle, dans ce calme artificiel qui ressemble à une salle d'attente avant une décision importante. Le jeudi matin, j'ai reçu une lettre, pas un message. Pas un appel, une lettre officielle, glissée dans une enveloppe blanche, sans logo apparent. L'expéditeur était un cabinet juridique. Le nom ne me disait rien. Je n'ai pas paniqué. J'ai ouvert lentement. Le courrier parlait de préoccupations familiales et de vérifications préventives. Il évoquait la possibilité d'un accompagnement renforcé au cas où certaines décisions deviendraient complexes à gérer seules. Les phrases étaient beau soigneusement floues. Rien d'accusateur, rien de frontal. Mais tout était orienté dans une seule direction. Ils avaient commencé. Je n'ai pas appelé tout de suite. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Chaque mot était choisi pour ne pas être attaquable. Pas une seule affirmation directe, seulement des hypothèses, des précautions, des formulations qui suggèrent sans jamais assumer. J'ai appelé le notaire que j'avais vu quelques jours plus tôt. Il m'a reçu le lendemain. Il a lu la lettre attentivement. Puis, il a levé les yeux vers moi et m'a dit quelque chose de très simple. C'est une tentative, pas une démarche aboutie. Il m'a expliqué, tant que rien ne prouvait une altération de mes facultés, ce courrier n'avait aucune valeur contraignante. Il m'a dit aussi que ce genre de manœuvre était souvent utilisé pour tester la réaction de la personne concernée, voir si elle doute, si elle se défend maladroitement, si elle s'affole. Je ne me suis reconnue dans aucun de ces scénarios. Nous avons préparé une réponse, courte, précise, sans émotion. Elle rappelait l'existence du bilan médical récent, la pleine capacité juridique constatée, et demandait que toute communication future passe par voie formelle et argumentée. Rien de plus. En sortant de son bureau, j'ai senti une forme de satisfaction froide. Pas parce que j'avais gagné quelque chose, mais parce que je n'étais plus sur la défensive. Le soir même, ma fille m'a appelée. Sa voix tremblait. Elle m'a demandé si j'avais reçu un courrier. Je lui ai dit oui. Elle a essayé de s'expliquer. Elle a dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait, qu'elle n'avait pas imaginé que son mari irait aussi loin, qu'elle se sentait dépassée. Je l'ai écoutée. Puis je lui ai dit calmement que le problème n'était plus ce qu'elle voulait ou non, que désormais,
il y avait des actes, et que les actes avaient des conséquences. Elle a pleuré, encore, mais cette fois, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni pitié, seulement une distance lucide. 2 jours plus tard, mon gendre m'a appelé, directement, sans détour. Il était plus sec, plus tendu. Il a dit que cette réponse juridique était excessive, que ça compliquait inutilement les choses, qu'on aurait pu régler ça en famille. Je lui ai répondu que la famille l'avait été invoquée le jour où il m'avait traitée de folle, que depuis, nous étions passés à autre chose. Il a haussé le ton, pas longtemps. Il s'est repris. Il m'a dit que je prenais des risques, que les conflits laissaient tôt des traces, que je pourrais le regretter. Je lui ai demandé de préciser. Il ne l'a pas fait. Nous avons raccroché sans au revoir. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans rêve, sans réveil brusque, comme quelqu'un qui sait exactement où il se tient. Je comprenais désormais leur logique. Ils n'avaient ni pas accepté le document médical. Ils l'avaient contourné. Ils tentaient de déplacer le terrain du médical au juridique, du doute à la procédure. Mais ils avaient fait une erreur. Ils avaient cru que je chercherais encore à être aimée, à préserver, à arrondir. Ils n'avaient pas compris qu'à partir du moment où l'on vous nie, la seule chose qui reste à défendre, ce n'est pas la relation, c'est la dignité. Et celle-là, je n'étais plus disposée à la négocier. Le lendemain du coup de téléphone, j'ai compris que quelque chose avait définitivement changé. Plus personne ne faisait semblant. Ma fille ne m'écrivait plus que des messages courts, neutres, presque administratifs. Mon gendre, lui, s'était muré dans un silence stratégique. Ce n'était pas un retrait, c'était une préparation. Je n'étais plus perçue comme une mère difficile ou une belle-mère envahissante. J'étais devenue un obstacle. Et les obstacles, dans leur logique, ne se contournent pas. Ils se déplacent. J'ai continué ma vie avec une précision presque méthodique. Pas par peur, par clarté. Chaque document important était désormais classé, doublé, rangé à 2 endroits différents. J'ai noté les dates, les appels, les formulations exactes, pas pour constituer une attaque, pour empêcher toute réécriture future. Un après-midi, en rentrant des courses, j'ai trouvé un message vocal de mon gendre. Il n'avait pas cherché à me joindre directement. Il parlait vite, comme quelqu'un qui veut laisser une trace sans vraiment dialoguer. Il disait qu'il s'inquiétait de mon isolement, que certaines personnes de l'entourage trouvaient anormal que je coupe autant les ponts. Il ajoutait qu'il faudrait peut-être envisager un accompagnement pour éviter des décisions regrettables. Je n'ai pas effacé le message, je l'ai sauvegardé. Ce mot anormal revenait sans cesse, toujours flou, toujours impossible à contredire sans se justifier. C'était leur terrain favori, mais je n'y allais plus. Le soir même, j'ai appelé le notaire, je lui ai fait écouter le message. Il n'a pas souri, il n'a pas commenté tout de suite. Puis, il m'a dit que ce genre de discours servait souvent à préparer un dossier. Pas juridique encore, psychologique, créer une narration. Il m'a demandé si j'avais confiance dans mon médecin traitant. J'ai répondu oui. Il m'a proposé quelque chose de simple, demander un second avis, indépendant, complémentaire. Pas parce que j'en avais besoin, parce que 2 documents concordants ferment des portes. J'ai accepté. Le rendez-vous a eu lieu rapidement, même déroulé, même impression. Des questions claires, des réponses nettes, aucune hésitation. À la fin, le médecin m'a regardé longuement avant de me dire que ce qu'on me faisait subir ressemblait moins à une inquiétude qu'à une mise sous pression. Il a écrit son rapport avec la même précision que le premier. 2 documents, 2 signatures, 2 constats identiques. Je n'ai informé personne. Le week-end suivant, ma fille est passée seule. Elle avait l'air fatiguée, plus que d'habitude. Elle a parlé longtemps. Elle disait qu'elle était coincée, qu'elle ne reconnaissait plus son mari, qu'elle se sentait prise entre 2 feux. Elle voulait que je sois compréhensive. Je l'ai écoutée, puis je lui ai dit que comprendre ne voulait pas dire céder, que je l'aimais, mais que je ne me laisserais plus utiliser comme variable d'ajustement dans leur couple. Elle m'a demandé si je pouvais faire un pas, juste un petit, pour apaiser. Je lui ai répondu que j'avais déjà fait tous les pas possibles, pendant des années, et que ce qui se passait aujourd'hui était précisément le résultat de ces concessions. Elle est repartie sans colère, mais sans solution. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un nouveau courrier. Cette fois, il était plus direct, toujours prudent mais plus pressant. Il évoquait une médiation, une évaluation globale,
toujours le même vocabulaire, toujours la même direction. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai envoyé les 2 rapports médicaux au notaire. Puis j'ai rédigé une lettre, avec lui, une lettre claire, ferme, sans aucune agressivité. Elle précisait que toute tentative future de remise en cause de ma capacité serait considérée comme abusive et ferait l'objet d'une réponse adaptée. Quand la lettre est partie, je n'ai rien ressenti de spectaculaire. Pas de soulagement, pas de peur, seulement une certitude tranquille. Il n'avait plus de terrain flou, plus de zones grises, plus de mots à détourner. Il pouvait y continuer à parler, à suggérer, à s'inquiéter. Mais désormais, chaque phrase qu'il prononcerait se heurterait à quelque chose de solide, de documenté, de définitif. Et pour la première fois depuis le début, ce n'était plus moi qui attendais leur prochain mouvement, c'était eux. Le courrier suivant est arrivé un mardi, pas recommandé, pas menaçant, juste assez formel pour rappeler qu'il n'avait pas renoncé. Il parlait de médiation familiale, d'un tiers neutre qui pourrait apaiser les tensions, d'un cadre sécurisé pour échanger. Le mot sécurisé revenait plusieurs fois, comme si j'étais un risque à contenir. Je l'ai lu une fois, puis une seconde, puis je l'ai posé à côté des autres documents. Il complétait le tableau. Il confirmait surtout une chose, il ne cherchait plus à me convaincre, il cherchait à m'encercler. J'ai appelé le notaire dans l'heure, il n'a pas été surpris, il m'a expliqué calmement que la médiation était souvent utilisée quand les autres leviers échouaient. Elle permettait de réintroduire une pression morale, sociale, affective, de déplacer le conflit sur le terrain des émotions, là où les documents ont moins de poids. Il m'a demandé si j'étais prête à y aller. J'ai répondu non, pas par refus de dialogue, par lucidité. Nous avons alors parlé d'autre chose. Pas d'eux, de moi, de ce que je voulais vraiment. Pas plus tard. Maintenant. Je lui ai dit que je voulais que tout soit clair, définitivement. Qu'il n'y ait plus de zones interprétables, plus de marge de manœuvre pour des initiatives bien intentionnées. Il a hoché la tête, il m'a proposé de revoir l'ensemble de mes dispositions, pas dans l'urgence, dans la précision. Nous avons travaillé plusieurs heures, chaque point a été relu, reformulé, renforcé, pas une phrase de trop, pas une ambiguïté possible. J'ai signé sans trembler. En sortant, j'ai ressenti quelque chose d'étrange, une forme de calme dense, pas joyeux, pas triste, stable. Le lendemain, j'ai informé ma fille, pas par écrit, de vive voix. Je lui ai dit que je refusais la médiation, que j'avais pris mes décisions, qu'elle n'était pas dirigée contre elle, mais qu'elle ne serait plus négociable. Elle a tenté de discuter, de comprendre, de faire appel à notre histoire, à ce que nous avions été l'une pour l'autre. Je l'ai écouté, puis je lui ai dit que notre histoire ne pouvait pas servir à justifier ce qu'ils avaient essayé de faire, que l'amour n'excusait pas le contrôle, que la peur n'autorisait pas l'effacement. Elle s'est tue, longtemps, puis elle m'a demandé si son mari était définitivement exclu de toute discussion. Je lui ai répondu que ce n'était pas moi qui l'avais exclu, qu'il s'était placé lui-même en dehors le jour où il avait décidé de parler de moi comme d'un problème à résoudre. Elle n'a pas contesté. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier message de mon gendre, plus long que les précédents, plus posé. Il disait qu'il regrettait certaines paroles, qu'il avait peut-être été maladroit, qu'il voulait repartir sur de bonnes bases. Je l'ai relu plusieurs fois. Il n'y avait pas une seule excuse, pas une reconnaissance claire, seulement des regrets vagues, conditionnels, calculés. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai invité une amie à dîner, puis une autre la semaine suivante. J'ai repris une activité que j'avais abandonnée. J'ai recommencé à occuper mon temps sans me demander si cela serait jugé raisonnable. Ma vie ne s'est pas transformée spectaculairement. Elle s'est recentrée. Les semaines ont passé, les messages se sont espacés, les courriers ont cessé. Je savais que tout n'était pas réglé émotionnellement. Mais sur l'essentiel, oui, ils avaient tenté de me réduire à un diagnostic, puis à une procédure, puis à un compromis. Ils avaient échoué à chaque étape. Et ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que je ne cherchais plus à gagner contre eux. Je cherchais simplement à ne plus jamais me perdre à cause d'eux. Le reste n'était qu'une conséquence. La convocation est arrivée sans bruit. Pas de menace, pas de drame. Une enveloppe beige, glissée dans la boîte aux lettres un matin ordinaire.
À l'intérieur, quelques lignes sèches, m'informant qu'une audience préliminaire avait été demandée afin d'examiner une situation familiale sensible. Aucun nom n'était explicitement cité, mais je savais parfaitement d'où cela venait. Ils avaient changé de stratégie une dernière fois. Ce n'était plus une tentative de persuasion, ni une manœuvre détournée. C'était une exposition, me placer dans un cadre officiel, public, où l'on observe, où l'on évalue, où l'on met les gens sur des chaises face à d'autres qui prennent des notes. Autrefois, cette idée m'aurait paralysée. Pas aujourd'hui. J'ai appelé le notaire. Il m'a dit qu'il s'en doutait, que ce genre de démarche était souvent le dernier recours quand le terrain privé devenait impraticable. Il m'a demandé si j'étais prête à y aller. J'ai répondu oui, pas pour me justifier, pour clore. Les jours qui ont précédé l'audience ont été étrangement calmes. Aucun message de ma fille, aucun signe de mon gendre, comme si tout devait désormais se jouer ailleurs, devant d'autres regards. Je n'ai rien changé à mes habitudes. Je dormais bien, je mangeais normalement, je lisais, j'écrivais, je marchais. Rien, dans ma vie quotidienne, ne correspondait au portrait qu'il tentait de dessiner. Le matin de l'audience, je me suis habillée simplement. Je n'avais rien à prouver par l'apparence. Je suis arrivée seule, à l'heure. Dans la salle, il y avait peu de monde. Des chaises alignées, une table, des dossiers. Mon gendre était là, ma fille aussi. Elle évitait mon regard. Lui non. Il me regardait avec cette concentration froide que je connaissais bien, celle de quelqu'un qui croit encore que tout peut se jouer sur une formulation. Quand on m'a invité à parler, je me suis levée sans précipitation. J'ai répondu aux questions, calmement, factuellement. Je n'ai pas raconté ma douleur. Je n'ai pas évoqué les mots blessants. J'ai parlé d'actes, de dates, de documents. J'ai mentionné les rapports médicaux, les courriers reçus, les tentatives répétées de mise sous tutelle déguisée. Tout était précis, vérifiable, cohérent. À un moment, on a demandé à mon gendre pourquoi il avait employé certains termes. Pourquoi il avait agi ainsi? Il a parlé d'inquiétude, de stress, de peur de mal faire. Il a utilisé des phrases longues, enveloppées, qui cherchaient à atténuer sans jamais reconnaître. Puis on m'a redonné la parole. Je n'ai pas attaqué, je n'ai pas accusé. J'ai simplement dit que l'inquiétude n'autorisait pas la dépossession, que la peur n'excusait pas l'humiliation, et que traiter quelqu'un de folle, même une seule fois, change irrémédiablement la nature d'une relation. Il y a eu un silence, pas un silence tendu, un silence de constat. Quand l'audience s'est terminée, rien n'a été tranché officiellement. Ce n'était pas le but, mais quelque chose était devenu évident pour tout le monde présent. Le récit qu'il tentait d'imposer ne tenait plus. À la sortie, ma fille m'y s'est approchée. Elle a murmuré mon prénom. Elle avait les yeux rouges. Elle m'a demandé si on pouvait parler plus tard. Je lui ai dit oui, pas aujourd'hui. Mon gendre était resté en retrait. Il ne s'est pas approché. Il ne m'a pas regardé. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus rien à dire. En rentrant chez moi, j'ai ressenti une fatigue profonde. Pas celle de la peur, celle qui vient quand une tension ancienne se relâche enfin. Je savais que tout n'était pas terminé. Il restait une conversation, une dernière, celle qu'on ne peut plus éviter quand tout le reste a été dit ailleurs. Mais je savais aussi une chose essentielle. Quoi qu'il se passe ensuite, plus jamais personne ne pourrait écrire mon histoire sans moi. La conversation a eu lieu une semaine plus tard. Chez moi, à ma demande, ma fille est arrivée seule, sans dossier, sans discours préparé. Elle avait l'air différente, moins tendue, mais plus fragile aussi, comme quelqu'un qui a compris trop tard que certaines choses ne se réparent pas avec de simples mots. Nous nous sommes assises face à face. Elle a parlé la première, elle a dit qu'elle était désolée, pas seulement pour les démarches, pour son silence, pour ne pas m'avoir défendue quand elle aurait dû. Elle a reconnu qu'elle avait laissé son mari décider, parler, qualifier, sans mesurer ce que cela faisait à sa propre mère. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, je lui ai répondu calmement. Je lui ai dit que ses excuses comptaient, mais qu'elles n'effaçaient pas ce qui avait été brisé, que la confiance n'était pas un interrupteur qu'on rallumait après coup. Je lui ai expliqué que ce que j'avais vécu n'était pas une erreur, ni un malentendu, mais une suite de choix. Elle a pleuré, longuement. Pas de colère, pas de défense, seulement une prise de conscience tardive. Je lui ai dit que je ne cherchais pas à la punir, que je ne voulais pas couper les liens, mais que notre relation devrait désormais se construire autrement, sans intermédiaire,
sans soupçon, sans autorité déguisée en inquiétude. Elle a acquiescé. Elle a demandé si son mari pourrait un jour revenir me parler. Je lui ai répondu que ce jour-là n'était pas aujourd'hui, et peut-être pas demain, qu'il devrait d'abord comprendre que certaines paroles ne s'excusent pas. Elles se regrettent en silence. Quand elle est partie, il n'y a pas eu de promesse, pas de réconciliation spectaculaire, juste une vérité posée, enfin. Les semaines suivantes ont été calmes, vraiment calmes. Plus de courriers, plus d'appels tendus. Ma fille m'écrivait parfois, pour prendre des nouvelles, sans arrière-pensée apparente. Je répondais quand je le souhaitais, à mon rythme. Quant à mon gendre, il est de rester absent. Et pour la première fois, cette absence ne me pesait pas. J'ai repris possession de mes journées, pas de façon héroïque. Naturellement, j'ai compris que ce qu'on m'avait presque pris n'était pas seulement mon autonomie juridique, mais mon droit fondamental à être cru. Je n'étais pas devenue plus jeune, ni plus forte, ni plus combative. J'avais simplement cessé de douter de ce que je savais être vrai. On parle souvent de vieillesse comme d'un effacement progressif, d'une perte inévitable. On oublie de dire que parfois, ce sont les autres qui effacent, lentement, poliment, en prétendant aider, et qu'il arrive un moment où il faut refuser ce récit-là. Aujourd'hui, je vais bien, je décide, je choisis, je vis sans demander la permission d'exister pleinement. Et surtout, je sais ceci, tant que je peux dire non, tant que je peux signer, tant que je peux penser, personne n'a le droit de me réduire à un mot lancé trop vite autour d'une table. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé quelqu'un que vous connaissez, qu'audet ou que vous êtes, alors prenez un instant, soutenez ces récits, abonnez-vous, partagez, parce que le silence protège toujours celui qui domine, jamais celui qu'on fait taire. Et parfois, lire jusqu'au bout, c'est déjà une forme de résistance.